reviendras d'ici quelques mois, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris durant ton séjour que tu voudrais peut-être, et que tu sens que tu n'as pas assez appris au point d'avoir besoin de revenir d'ici quelques mois? Bon, comme j'ai dit au début de l'interview, je pense que l'essence de la recherche décoloniale, c'est de connaître. Effectivement. Connaître les personnes et de former des relations. Donc, bien évidemment, à moi, c'est pas suffisant pour dire que je connais le Sénégal et je connais les Sénégalais. Peut-être que même pas 2-3 en année, c'est suffisant. Je veux essayer d'être là la plupart du temps possible pour connaître mieux la culture et aussi pour pouvoir amener une image les plus représentatives possibles que je peux faire du Sénégal en Europe pour essayer un peu de changer la mentalité sur l'Afrique, parce que comme tu as dit au début, l'Afrique c'est pas seulement pauvresse, guerre et maladie, mais l'Afrique c'est un continent riche, pas seulement en ressources, mais aussi en personnes et en idées. Donc, je veux retourner parce que je sens vraiment que il me reste beaucoup pour apprendre du Sénégal. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer, peut-être tout le monde ne comprend pas, c'est quoi la recherche décoloniale? Oui, j'ai pensé à ça aussi. Ok, bon. Recherche décoloniale signifie après Odom, elle aussi fait des recherches décoloniales, donc il peut aussi répondre. Mais pour moi, dans le cadre de ma recherche, c'est essayer de voir la migration des formes différentes et des formes qui sont différentes de l'imaginaire eurocentrique et du stéréotype qu'on a en Europe de la migration. Et aussi, ça signifie, et ça c'est la chose la plus importante, d'écouter les personnes qui ont vécu la migration et de ne pas écouter seulement les Européennes qui parlent sur ça. Et aussi d'engager ou essayer d'engager avec auteurs locaux et littérature locale. Parce que ça c'est, je pense, autre chose très importante qui toujours manque en Europe. On parle de la migration entre nous. On parle entre nous, on écrit des livres, qu'on le loue seulement entre nous. Donc il faut pour faire une recherche décoloniale, il faut casser toute sa mentalité eurocentrique, il faut partir d'autres épistémologies, et c'est une épistémologie qui est née en Afrique. Donc, ce que j'essaie de faire, bien sûr, je suis européenne, donc bien sûr, tout ce que je vais écrire, c'est toujours eurocentrique, mais je peux essayer de mélanger mon pensement eurocentrique avec les pensements des auteurs africains, parce que je pense que l'échange, c'est toujours enrichissant. Donc, ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Alors, pour compléter juste sur la question de la notion de la décolonisation des savoirs, c'est déjà considéré en fait que toutes les communautés humaines sont productrices de savoir et que leur discours compte et leur parole compte en fait. Et que les perspectives doivent être absolument inclusives et tenir compte de la diversité des discours possibles dans le monde. Par exemple, si je suis en train de faire une étude sur les langues de façon générale, je ne vais pas seulement avoir pour référence les travaux d'occidentaux qui ont travaillé sur les langues africaines. Il est absolument logique, si je suis en train de faire une étude sur les langues africaines et que je parle d'une langue de façon concrète, que l'ensemble de mes références dans mon travail ne soit pas uniquement l'ensemble des références anthropologiques et sociologiques de premiers, disons, explorateurs qui ont occupé l'Afrique, et aussi surtout que dans la décolonisation des savoirs, il faudrait déconstruire le langage, en fait, parce qu'il y a des langages qui créent des catégories et qui font, par exemple, en sorte que la connaissance soit souvent associée à une
l'universalité des savoirs dans l'Europe, pendant que les savoirs, que l'on appelle endogènes, sont souvent des connaissances relatives, en fait, que l'on situe dans des zones ou des enclos spécifiques, donc en Afrique. Et puis aussi, c'est des catégories qui se créent entre l'oralité et l'écriture. Qu'est-ce que l'oralité et qu'est-ce que l'écriture? C'est aussi une façon stratégique de catégoriser en fait ce qui est vraiment grand, ce qui est petit et périphérique. Donc c'est vraiment relativiser ces discours-là, les déconstruire, mais aussi nous déconstruire nous-mêmes en tant qu'universitaires. Dans quelle langue parlons-nous en Afrique? Nous parlons dans des langues occidentales, des réalités africaines. Donc il y a déjà un billet inconscient qui nous habite tous les jours et à partir duquel nous parlons alors que nous devons recommencer à revisiter nos langues. Par exemple, lorsqu'on fait des études sur le féminisme décolonial, nous devons nous souvenir quand même que les langues africaines, la plupart des langues africaines n'ont pas des biais de genre. Donc d'un point de vue colonial, le genre est une notion coloniale et donc un héritage colonial. Donc quand nous parlons de il, elle, nous devons nous souvenir en fait que dans nos langues ça n'existe pas. Donc faire une sorte d'historicité de tout le bagage et tout le potentiel que nous avons reçu pour voir à quel moment nous avons peut-être imbriqué les billets inconscients dans la façon de faire la science en fait. Donc c'est vraiment ces choses-là. Et puis aussi placer au cœur de l'université ou des espaces scientifiques les communautés qui n'ont pas eu leur voix au chapitre. Par exemple, aujourd'hui, lorsque je fais une étude décoloniale, je dois me souvenir en fait que si je fais une étude sur les questions migratoires, je dois d'abord donner quand même la parole aux personnes qui vivent ces réalités au quotidien, et pas uniquement des références qui sont basées sur des travaux qui ont été faits en Europe, sans connaître les réalités africaines, des gens qui traversent ça. Donc la démarche que fait Agnès est une illustration paradigmatique de comment faire une approche décoloniale. Elle se déplace dans le pays, elle va dans les zones périphériques pour vraiment connaître les vraies personnes qui sont vraiment des acteurs de leur vie, pour comprendre leurs raisons, essayer de s'adapter et ne pas vouloir imposer sa perspective. Et aussi comprendre les dimensions culturelles des gens et des espaces qu'elle va analyser, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'analyser des gens et des corps comme si c'était des objets. Nous ne sommes pas que des objets. Nous avons une vie, une richesse, une complexité qui ne peut pas s'arrêter à travers juste un séjour d'une semaine, par exemple. Donc c'est vraiment ça les perspectives. Donc c'est aussi une construction quotidienne, de la part même de nous-mêmes qui sommes des Africains, qui avons été étudiés ou biberonnés par un système de tous les jours qu'on se déconstruit à tous les niveaux. Donc voilà. Alors, puisque toutes les deux, vous faites des recherches sur la migration décoloniale, alors je vais vous poser la question de savoir ce que vous pensez des termes émigration ou bien immigration clandestine. Et quand les Africains vont en Europe, on parle de migrants, d'émigrés. Quand les Occidentaux, les Européens viennent en Afrique, on parle d'expatriés. Quel jugement faites-vous de ces termes-là? Il y en a d'autres. Et sur les termes migrants clandestins, bien évidemment, c'est un terme utilisé en Europe pour criminaliser en fait la migration et pour représenter la migration comme une menace de sécurité nationale, quand en fait il n'y a presque pas de forme pour un Africain d'aller en Europe, des formes régulières. Donc, comme on a dit, la langue aussi c'est important. Donc, quand on parle des migrants, si on parle des migrants clandestins ou des migrants irréguliers, on est pris en position politique. La deuxième question sur la différence entre expatriés et migrants émigrés, donc ça c'est aussi une question politique et c'est une question raciale, je pense, qu'on montre la racialisation du système de mobilité parce que on sont tous migrants quand on déplace. Donc c'est vrai que les Blancs, les Européennes, les personnes du nord du monde, quand on vient en Afrique, mais même quand on travaille partout, on sont des expatriés. Mais les personnes du sud global,
les Africains, mais aussi les personnes d'Amérique latine, par exemple aux États-Unis, ils sont des migrants. Donc, je pense qu'en fois de plus la langue, on montre la réalité racialisée des systèmes de mobilité internationale. Mais je vais rejoindre ce qu'a dit Agnès. Je pense d'abord que la différence, c'est le pouvoir en fait. C'est celui qui a le pouvoir qui crée des catégories, qui peut s'autoproclamer expatrié, et celui-là aussi qui peut décider que d'autres ne sont pas comme lui, et il faut leur trouver un autre langage qui s'adapte, donc les autres ne seront pas expatriés comme lui, parce que pour lui, s'expatrier, ce n'est pas partir pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de survie. Pour lui, voyager, c'est un déplacement. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de privilège. Il peut se taper le luxe de voyager parce que c'est une façon de s'évader un moment. Alors que l'immigré, ou bien celui qui est considéré comme migrant et toutes les catégories qui vont avec le terme de clandestinité, sans papier, il y a tellement eu de langage criminalisant certains corps qui n'ont pas le droit de se déplacer. Socio-historiquement, ça a des explications aussi socio-historiques en fait. Donc ces notions politiques ont pour but de catégoriser les individus, de criminaliser justement les individus, de racialiser justement le déplacement et de dire que vous avez la possibilité et nous on ne peut pas, ou bien nous on peut mais vous non. Donc c'est vraiment des langages qui ont pour nature simplement de créer des catégories et surtout de rappeler que le monde est régi par un système raciste et que les blancs occidentaux sont ceux qui peuvent se déplacer à leur guise pour des questions touristiques, pour des questions qui ont à voir avec le plaisir de se déplacer en fait. Et que pour eux, quand ils sont en Afrique, ce ne sera jamais pour des questions de survie. Ce sera uniquement parce qu'ils viennent pour des questions de coopération, pour venir aider des pauvres personnes en guillemets. Ils ne viendront jamais pour dire qu'ils cherchent du travail, parce que moi je connais ici au Sénégal plusieurs personnes occidentales, blanches, qui ne rêvent même pas une seconde de repartir dans leur pays. Et c'est pas grave, c'est normal et c'est humain. Mais qui ne reconnaîtront jamais aussi longtemps qu'ils vivront ici, que ce sont les immigrés, parce que pour eux, étant blancs, ayant le passeport qui permet de traverser les frontières sans se poser des questions, pour eux, ils sont simplement des personnes en séjour ponctuel, résidence professionnelle au Sénégal. Pendant que toi qui voyages, par exemple pour les questions académiques, quand tu voyages, parce que tu peux peut-être aller pour un colloque, on va te poser toutes sortes de questions parce que tu es comme une sorte d'exception qui confirme la règle. Parce que pour eux, toi qui es africain, tu ne peux pas être comme eux. Donc c'est vraiment des langages absolument déshumanisants et dévalorisants et qui ont pour but de créer des frontières invisibles en fait. C'est vraiment une réalité de tous les jours. Malheureusement, c'est que les Africains s'approprient ces termes-là, notamment nos médias. Bien sûr. Ils les reproduisent, immigrés, je ne sais pas, expatriés, voilà, expatriés. C'est ça, immigration irrégulière, ouais, tout à fait. Oui. Irrégulière, quand même, je pense que c'est beaucoup plus acceptable, non? Bon, je ne sais pas. Parce que si on ne voyage pas avec ces documents, c'est quand même irrégulier. Mais il y a beaucoup de gens, vous savez, qui voyagent sans passeport, des passeports périmés. Moi, j'ai vu des gens qui se sont surpris de ne pas avoir leur passeport à jour le jour qu'ils étaient à l'aéroport. Et ils ont rapidement eu la possibilité, parce qu'ils sont dans des conditions favorables, de faire rapidement leur passeport. Beaucoup de gens voyagent sans avoir peur de regarder si leur passeport est à jour. Parce qu'ils ont le privilège de vivre dans des pays où ils peuvent tout faire très facilement. Et puis je voulais peut-être aussi ajouter que la question de la migration, c'est tellement complexe, embrasse tellement d'éléments. Par exemple, il y a une phrase qui circule souvent sur les réseaux et je trouve ça très intéressant et qui dit que qui sème la colonisation récolte l'immigration en fait. Donc il faut qu'on se souvienne qu'à l'époque dite coloniale, des individus sont venus d'autres pays sans notre autorisation et ont pris possession de nos territoires. Eux ici, ils avaient pratiqué l'immigration clandestine. Seulement, à cette époque-là, c'est eux qui avaient encore le privilège de raconter qu'ils nous avaient découvert. Donc vous imaginez un peu par exemple comment un 12 octobre 1492, Christophe Colomb a pu écrire dans un livre et qui est resté dans les mémoires collectives, que lui, l'individu qu'il est, a pu découvrir un continent aussi grand, aussi immense qu'Abiyala qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. C'est pour te dire, c'est pour vous dire comme une fois, c'est celui qui a le pouvoir de raconter le narratif officiel qui va retenir celui qui est clandestin de celui qui ne l'est pas en fait, tout simplement. Très bien.